écoutez RMC. RMC. Je pense qu'aujourd'hui, on va pas se permettre de tuer l'ours avant la fin du championnat. Je pense qu'on va pas brûler la peau de l'ours avant de l'avoir vendu. C'est une position que j'aime bien aussi, donc voilà, c'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Gilbert Bribois. Bonsoir à tous, l'After est là, en direct comme tous les soirs, bien sûr, jusqu'à minuit. L'After est à la radio sur RMC, l'After est à la télé sur RMC Sport News pour cette grande soirée Ligue des Champions qu'on va analyser ensemble. Dans l'After, l'émission qui dit tout ce que le monde du football ne pense pas encore. Ils sont rentrés de Lyon où l'After a brillé de mille feux hier soir. Enfin, Jérôme Bretagne aussi a brillé de mille feux, mais il n'était pas dans l'After. Ce ne fut pas une soirée anodine. Ah oui. Le passage de Jean-Michel Aulas a fait réagir. A fait parler. Ça va, Jérôme ? Ah, j'étais pas là, merde. Oui, ça va, en pleine forme. Bonsoir à tous. Daniel Ariolo, bonsoir. Bonsoir les amis. Les résultats, les gars. Alors, je crois qu'il y a encore un match en cours. Angelo Hatta, le match de City qui a pris du retard. Il y a même encore deux matchs en cours. Bonsoir tout le monde d'abord. Salut. Il y a même encore deux matchs en cours. L'Atalanta contre Manchester City, effectivement, avec ce scénario dingue. Et Kyle Walker qui est en train de devenir gardien de but puisqu'il a dû remplacer Claudio Bravo, expulsé, qui lui-même avait remplacé Ederson. Ça fait toujours un but partout et ça vient de se terminer à l'instant même. Moindre mal pour Pep Guardiola et ses hommes. Et puis ça va se terminer dans un petit instant sur un penalty qui peut offrir l'égalisation au Shakhtar Donetsk sur la pelouse du Dynamo Zagreb. Il va être tiré dans un instant. C'est un penalty là aussi assez dingue dans cette soirée puisque le Shakhtar Donetsk obtient ce penalty suite à une faute sur la montée et il est transformé le penalty à l'instant. Ça fait 3 buts partout dans ce match, mais c'est son gardien qui est monté et qui a obtenu le penalty en obtenant une faute à la toute dernière seconde. 3 buts partout. Tu dis c'est Piatov, le célèbre Piatov. Le célèbre Piatov qui avait fait une énorme faute. Piatov, j'ai l'impression que ça fait 30 ans qu'il est gardien. Alors là, je te rejoins. Je pense que Piatov, à vie, il est dans les buts du Shakhtar. Oui, mais Piatov, en plus, à chaque fois, il crée des histoires absolument dingues. Là, il obtient un penalty. Il avait concédé un penalty en faisant une sorte de hippon sur un attaquant la semaine dernière. Enfin, il y a 2 semaines maintenant. Donc, c'est un homme épique. Piatov et l'autre, l'arrière droit, là, qui est parti après, mais qui était là. Serna. Pareil. Le Croate Serna. J'ai l'impression que c'était. Ouais, il a joué 25 ans, non? C'est ça, 25 ans, et Piatov, ça fait 42 ans. Bon, donc c'est fini aussi entre le Shakhtar et... Enfin, ça va se finir entre le Shakhtar et le Dynamo. Ça va se terminer dans 30 secondes. Je donne les autres scores en attendant. Et après, on parle du PSG, bien sûr. Donc, le PSG gagne 1-0 et se qualifie ce soir. Le Real bat Galatasaray 6-0. Le Bayern a battu Olympiakos 2-0. Tottenham gagne l'Étoile Rouge 4-0. Atalanta City, donc un partout. La Juve gagne le Lokomotiv 2-1. Ça, c'était tout à l'heure. Et puis, le Bayern Leverkusen, ce soir, a battu l'Atlético Madrid 2-1. 32-16, bien sûr. Pour réagir, on vous attend jusqu'à minuit et le hashtag RMC Live sur Twitter plus Direct Studio évidemment pour analyser cette soirée dans le détail. Hier on n'a quasiment pas eu le temps d'avoir les drôles de l'âme avec nous puisque on était à Lyon, on avait beaucoup d'actu. Jean-Michel Aulas est venu nous voir, donc ce soir on va prendre le temps avec les 4 drôles de l'âme tout à l'heure d'analyser donc les soirées et revenir un peu sur hier aussi. Oui Jérôme, il faut qu'on se dépêche parce que c'est moins d'1 heure. Si tu veux avoir les 4. T'inquiète pas, là ce soir on a le temps. C'est terminé entre. On a le temps parce que je suis là. Non mais attends. Non mais on a le temps. Des choses à dire. Entre le Dynamo et le Shakhtar, 3-3. Allez, en Ligue des Champions comme dans l'after, l'essentiel c'est les 3 points. C'est parti. L'important c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Souvent l'essentiel c'est le plus important. Daniel, tes 3 points de débat. Point 1, la qualif et c'est tout. Point 2, le match raté, ça commence à faire un petit peu dans la période récente du PSG. Et 3, je crois que Tuchel est en train de me fatiguer bien sévère là. Ça fait plusieurs semaines, j'ai longtemps été indulgent avec cet entraîneur, mais là, je comprends plus ce qu'il fait et vraiment là, je suis plus qu'agacé par ses choix. Et pas que celui de ne pas faire jouer Cavani. Jérôme, tes 3 points ? Écoute, ça ressemble un peu à ce que Daniel... Le premier, bien entendu, la qualif, parce que c'est l'essentiel. Quand tu joues des matchs de poule, c'est de se qualifier. L'essentiel, c'est les 3 points, c'est pas la qualif. Non, c'est de se qualifier le plus vite possible. Donc ça, c'est bien pour le PSG. Oui, c'est sûr qu'à 2 matchs de la fin. Bon. Et sur les 2 derniers matchs qui restent. Le deuxième point, bien sûr, Thomas Tuchel, parce que je le trouve... pas forcément inspiré. Et mon troisième, ça vient sur mon troisième, c'est-à-dire sur ce milieu de terrain qui me laisse encore plus de doutes sur ce match-là.
Milieu de terrain qui avait été encensé après Exactement. le Real. Oui, mais Et qui ne peut fonctionner que s'il est en mode contre le Real. On va dire quelque chose qui ressemble au milieu de terrain de Liverpool. C'est-à-dire, il n'y a pas de 10, de vrais créateurs. Donc, c'est tout sur la transition rapide. Ouais. À partir du moment où tu n'as pas une transition rapide de ce milieu de terrain et tu n'as pas chez ces mecs-là un taquet absolu façon contre le Real, le match surnaturel qu'avait livré Gay, ça collera pas. Ils sont en dessous. Ça collera. Moi, mes 3 points, j'ai les mêmes que vous, sauf un, parce que moi, j'aimerais quand même Bruges. Très belle équipe. Moi, j'aimerais qu'on ait des équipes comme ça en Ligue 1. En Ligue 1, ils sont deuxième, loin devant les autres. Bruges, sacrée équipe. En Ligue 1, c'est devant Lyon. Et pas c'est qu'avec des devant, bons joueurs, parce tout ce que tu qu'il veux. y a aussi de très belle bourrins équipe. dans cette équipe. Enfin, Denis, Très belle là équipe. devant, là. Je pense que lui, Non, mais il ça va joue, pas ça rester joue, il y longtemps a à Bruges. Ça joue, c'est intelligent, ça fait des bonnes passes. Puis les mecs, ils lâchent rien. C'est quoi? C'est 3 points ou c'est une analyse que tu fais? Ça, les 3 points, c'est fini. C'est fini. Ah, mais tu les fais pas, toi. Vas-y, Jérôme, mais on n'a pas beaucoup de temps, c'est pour toi ce soir. A priori, on va pas Tapis revenir rouge, sur tapis Bruges. rouge, Jérôme. Ah, C'est ouais. parti. Bruges, Toi, t'étais pas à Lyon hier, c'est bon. Non, si, j'étais à Lyon hier. Oui, mais j'ai avec pas nous, fait je veux l'after. Non, mais moi, je vous rejoins sur sur Bruges, parce qu'on va commencer d'abord par l'adversaire, même s'il a perdu. Bruges, ouais, c'est une équipe qui a une façon de jouer. Je pense que l'entraîneur réclame beaucoup de mouvements. Il y a du mouvement, il y a de la qualité technique, avec les moyens qu'ils ont, qui sont bons, des bons moyens pour une équipe belge, et c'est intéressant. Alors après, bon, c'est vrai que le résultat, ils perdent, ils sont malheureux sur ce match. Vraiment, ils ont contrarié le PSG. Alors c'est toujours pareil. Est-ce que c'est parce que c'était un petit PSG qui a été incapable d'élever son niveau et l'intensité du match qui a permis aux Belges d'être un petit peu dans le confort? Parce que franchement, sur l'entame de match, sur la première mi-temps, même quand ils concèdent le but d'Icardi, c'est eux qui ont la maîtrise du jeu. Et c'est ça qui est le plus inquiétant. Ah, franchement, le PSG s'en sort bien ce soir, parce que. Ah oui. La Navas, il y a le péno. Quand tu rates un péno, t'es virtuellement à un partout. D'ailleurs, petite anecdote sur le péno, en plus, c'est pas lui qui doit le tirer, donc dans l'équivalent de l'after en Belgique, ça fera polémique autour de l'histoire que c'est le capitaine Van Aken, le milieu de terrain. Van Aken quelque chose, j'oublie son nom. Van Aken. Alors, le PSG. M'aidez pas surtout. Non, vas-y. M'aidez pas surtout. Bah non, on n'a pas envie. Pierre-Antoine est là. Salut Pierre-Antoine. Bonsoir messieurs, comment allez-vous? Salut Pierre-Antoine. Pierre-Antoine, tu sors du parc? Je sors du parc, effectivement, il y a quelques secondes. Un des matchs les plus bofs de la saison du PSG? Ah bah déjà, il savait Il y a vendredi pas déjà. photo. Alors effectivement, on peut parler du match de Dijon, qui était déjà haut en nullité. Mais alors là, moi, je viens vraiment de voir un match un Dijon. J'avais fait 3 petits points, si ça vous va. Allez, vas-y, on t'écoute. C'est sympa. Écoute, le premier, c'est vraiment ce terme-là, un match indigent du PSG avec 0 intensité. Moi, de mon côté, du stade, j'ai regardé à peu près tous les joueurs par différentes phases. Ils étaient tous en train de marcher. C'était incroyable. Et mon deuxième point, c'est Mbappé, parce que pour moi, dans les marcheurs, c'était lui qui était en tête. Ouais, il a été tête baissée tout le match. Je pense qu'on va en reparler. Mbappé ce soir a été épouvantable. Mais je pense qu'il est dans l'attitude, dans tout ce qu'il fait, dans ses tentatives et tout. Franchement, c'est. J'aime pas du tout le voir comme ça. Un mec de son talent n'a pas le droit de faire ça. Je dirais exaspérant. Oui, parce que je suis tout à fait d'accord. Moi, sur le début de match, je pense qu'il se fait mal. Non, mais il a pas le droit de faire. Je pense qu'il se fait mal sur la première accélération. Moi, j'étais au parc aussi, et je l'ai vu. Alors, c'était hors caméra, bien sûr. Il a mis du temps à se replacer, comme souvent. Mais là, plus de temps. Il a grimacé. Il a testé un petit peu sa cheville, sa cuisse. J'ai l'impression il y a une douleur qui s'est réveillée. Mais franchement, je pense que c'est une des causes sur le match d'Mbappé, sur la façon d'être concerné sur cette rencontre. Mais bon, c'est pas le seul quand même. Non, mais tu sais ce que tu dis. Attends, Pierre-Antoine, excuse-moi, ce que tu dis. Pierre-Antoine, excuse-moi 2 secondes. Pierre-Antoine, ce que tu dis, Jérôme, il met du temps à se replacer, virgule, comme souvent. Ouais. Ben, écoute, franchement, Mbappé, on l'adore, hein, mais ça devient rédhibitoire au bout d'un moment. Non, mais t'as raison. Tu vois, il peut pas continuer à se comporter comme ça. Le haut niveau peut pas permettre que. Alors imagine quand Daniel, relativisons. On en avait plein la bouche ces dernières semaines avec son retour fracassant. Là, ce soir, c'est pourri. Non, mais il rentre contre Bruges, il est fracassant, il est bon, on le dit. Voilà. Moi, je te dis que mais quand tu dis il peut pas continuer au niveau comme ça, il est capable de faire autre chose. Quand il y a des matchs où il faut livrer une bataille, où tu n'es pas que le dominateur, le mec contre l'OM, et il est extraordinaire, tout ce que tu veux, parce qu'il profite de l'espace, et dans ces cas-là, il est éblouissant.
quand il y a bataille équivalente avec équipe forte, c'est ça qu'il faut. Le football de club, c'est plus dur que le football d'équipe nationale. Hein. Quand ils vont se retrouver face à des équipes qui sont capables d'apposer des blocs hauts et des blocs costauds, et Bruges, c'est quand même pas un prétendant à la Ligue des Champions. Il peut pas se permettre de mettre du temps à se replacer. Il peut pas se permettre de faire 3 gris-gris pour même pas un seul qui passe. Sois efficace, merde. T'es un crack. Tu dois être crack tout le temps. Tu vas pas être crack. Il faut être exigeant. On doit être exigeant avec lui. T'as raison d'être exigeant. Là, je te rejoins. Après, c'est mon sentiment. Alors après, peut-être que je me trompe, mais en plus, sa sortie avant la fin du match montre peut-être que j'ai raison. C'est-à-dire il a peut-être une douleur, il a voulu jouer. Après, c'est vrai que l'état d'esprit qu'il avait aujourd'hui, mais attention, moi je veux pas le cibler que lui parce que t'as raison. Non, mais on en parlera des autres. On va parler des autres. Il y en a plein qui sont pas. Le problème, c'est que quand on a un qui fait ça. Et c'est déjà arrivé au PSG, que ça soit Mbappé, Neymar ou d'autres ou Di Maria. S'il se replie comme ça là, quand Neymar va revenir, qui va se replier là ? C'est pas possible. Les trois devant sur la même ligne. J'ai regardé, moi, je les ai analysés vraiment. Alors déjà le milieu de terrain, parce que je suis très sceptique sur ce milieu de terrain, même quand ça a fonctionné. Je suis peut-être le seul assez critique avec Marquinhos comme ça. Je sais pas. Aujourd'hui, ça m'a donné raison. Mais il manque beaucoup de choses à ce milieu de terrain. Mais après, je regardais la ligne d'attaque et je me disais, mais merde. Alors, je veux bien que ça soit Bruges, ça soit pas le match le plus fantastique à jouer depuis le début. Mais bon, tu vas quand même chercher une qualif. Et en plus, tu sors d'un mauvais match contre Dijon. Donc, tu as tout intérêt à avoir au moins une mentalité de gagneur et de courir. Ils les prennent à la gorge. Mais oui, je m'attendais à un pressing, je m'attendais à 2 buts dans la demi-heure minimum, voire dans les 20 minutes. Mais c'est pas possible. Avec ces attitudes-là, c'est normal que Bruges ait pu. Mais t'imagines que t'as 3 joueurs sur la même ligne, sur la ligne médiane, quand le PSG était acculé sur leur but en début de match, qui regardaient les autres courir et qui marchaient pas. Di Maria, Icardi dans le même sac que Mbappé, pareil. Les 3 là, plus Verratti. Alors Verratti, franchement, aujourd'hui, c'est moi qui vais me faire une fixette, contrairement à Daniel d'habitude. Mais le Verratti d'aujourd'hui, c'est un scandale. Le mec, alors je sais pas comment il a préparé son match, peut-être différemment que les autres rencontres où il a été bon, mais il a marché. Aucune intensité, même tactiquement, il était capable de sortir comme un milieu gauche. Après, il se replaçait dans l'axe, il prenait la place de Bernat qui montait. C'était incohérent au possible. Il a perdu quasiment tous ses ballons. Il a ralenti le jeu. J'en parle même pas. Donc, tu mets ces 4 joueurs là, c'est normal que le PSG manque d'intensité. C'est logique. Pierre-Antoine, juste pour finir sur Mbappé, ton avis à toi ? Écoute, moi sur ce point-là, si je veux juste terminer sur Mbappé, effectivement, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais quand on a le talent d'Mbappé, quand on a le niveau d'Mbappé et quand on a l'aura d'Mbappé, on doit montrer quelque chose sur le terrain en termes d'état d'esprit. Et vous l'avez dit, mais j'insiste sur ce point, ça lui a manqué. Il a été tête baissée tout le match. Et mon troisième point, c'était finalement Thomas Tuchel. Parce que dans ce qu'on a vu, moi j'étais juste à côté de la ligne de touche et on voyait les joueurs partir s'échauffer, revenir s'asseoir, partir s'échauffer, revenir s'asseoir en permanence. J'ai le sentiment que Tuchel n'avait aucune solution en termes de remplacement. Et finalement, il a dû attendre la blessure d'Icardi pour faire quelque chose. C'est inacceptable. C'est inacceptable, moi, une attitude comme ça, de mon côté. Bon, écoute Pierre-Antoine, le message est passé sur Tuchel, vous êtes d'accord les gars ? Tuchel, on devait en parler, c'était mon point 3, je sais pas à quel moment on décide... Alors, finissons d'abord sur le milieu de terrain là, puisqu'on était bien parti là-dessus. Daniel, tu veux rajouter un truc, tu es d'accord avec Jérôme ou je peux accueillir Alexandre ? Oui, et tu veux que je lui dise quoi ? Ah non, Jérôme, tu as tort, hein. Verratti a fait un gros match ce soir. Très bien, parce que tu ne devais pas rajouter sur Verratti. Non, mais je ne vais absolument pas rajouter sur lui, mais je vais dire que Gueye, on en avait, ça débordait de partout après le match contre le Real. Depuis, il a jamais montré un visage aussi fort. Ça ne l'a pas empêché de faire quelques bons matchs. Mais tout ça est loin maintenant. On est début novembre. J'aimerais pas que Gueye ait été l'homme d'un match après il a été blessé, donc il a été blessé, donc il faut attendre un peu. On va pas tirer de conclusion sur lui, on va attendre. Mais Marquinhos, mais ça on l'avait déjà dit au match aller quand Bruges, et on l'a souvent dit de Marquinhos ici. On n'est pas ceux qui y croient le plus dans cette position. Non, il y a des doutes. Quand il y a de la densité, quand c'est intense en face, Marquinhos ne sait plus trop se placer. Mais il recule, il laisse un peu les deux milieux tout seul. Il a une tendance à revenir dans la défense centrale. C'est pas génial.
Après, je sais pas, Daniel, là-dessus. Moi, j'ai des journalistes qui m'ont appelé cette semaine pour en parler avant ce match-là, et c'était hier même. Et c'est ce que je disais. Je disais que l'attitude de Marquinhos, elle me gêne, même quand ils ont été bons. C'est que quand Paris, par des bouts de match sur le début de saison, alors il faut pas regarder les résultats parce que les résultats sont bons, mais sur des bouts de match où Paris est en difficulté, quand Paris a manque de maîtrise, Marquinhos, tu l'as dit, il recule comme un défenseur central, aux côtés de Kimpembe et Thiago Silva. Il laisse les deux autres dans la merde, qui courent dans le vide, alors quand ils ont envie de courir, parce que ce soir, ils n'avaient pas envie de courir. Du moins, surtout Verratti, plus que Gay. Et ben, il y a un trou incroyable au milieu de terrain. Ça veut dire que même contre des joueurs qui sont pas les meilleurs joueurs au monde, qui sont bons techniquement, ils arrivent à se déplacer dans les bonnes zones et le PSG court à côté du ballon. Et ça, c'est un vrai problème, vraiment. Alors, est-ce que, je sais que l'année dernière, et le journaliste en question, là, qui m'avait interviewé, me disait, oui, mais l'année dernière, rappelle-toi le positionnement de Marquinhos quand Paris avait le ballon et quand Paris n'avait pas le ballon. Il lui demandait souvent de rentrer dans cette ligne de 3 défensives. Si les deux sur le côté montaient et venaient. Mais j'espère quand même pas, quand tu vois que ça pose des problèmes au milieu de terrain, que c'est des consignes de Tourelle, parce que là, on va en parler après de Tourelle, et là, ça serait dramatique. Si c'est les consignes, Marquinhos, tu recules vraiment et t'es très bas. Parce que là, contre des grosses équipes qui vont t'acculer, qui vont te mettre une grosse pression parce qu'il faut voir plus loin, comment tu peux t'en sortir? Et ce milieu s'est retrouvé un peu avec Gay pas bon. Mine de rien, sur les 3, bon, Verratti reste le meilleur et a fait le meilleur match des 3. Au final, c'est quand même c'est le meilleur des 3 et pourtant il a pas été terrible. Il y avait pas de lien ni entre le milieu ni les attaquants. Si t'ajoutes à ça Mbappé très frustrant, Di Maria qui a joué quasiment 10. Pratiquement tout le match. Il leur demandait de rentrer beaucoup dans l'axe. Il était un peu en rentrée sur le côté. Enfin, il avait une position assez libre. Ce qui fait que le jeu avait pas beaucoup de cohérence. Bon, à chaque fois qu'on voit un PSG comme ça, forcément, ça nous renvoie au grand questionnement. Qu'est-ce que ça va donner quand arrivera évidemment, ça c'est toujours. Et plus globalement, allons maintenant sur Tuchel. Attends, il a voulu. Attends, 2 secondes. Parce que j'aimerais quand même que Kevin donne son avis là-dessus. Tourelle, on va prendre le temps, on a le temps, il est 23h11, et puis on va aussi écouter Kimpembe qui vient d'arriver. Tiens, on va l'écouter d'abord d'ailleurs. Tiens, Kimpembe, c'était la première réaction avec Mohamed Bouafsi il y a quelques minutes. Ça arrive dans quelques secondes. Le temps que Kimpembe fasse un petit qui trottine pour sortir du terrain, tac, 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 il retrouve Mohamed, et hop, Kimpembe est là. Ah bah non, il est parti faire un tour. Ça reste quand même la qualification. Après, c'est sûr que ce soir, ça a été un match compliqué. Mais voilà, le plus important, c'est la victoire, la qualif, et on n'a toujours pas pris de but. Donc voilà, c'est que du positif. Après, des fois, faut savoir souffrir aussi pour pouvoir avancer. Quand on parle de souffrir, on parle aussi d'état d'esprit, de solidité collective. Par le passé, peut-être que le PSG aurait encaissé un but. Ce soir, peut-être que le PSG aurait même perdu ce match. C'est ce que vous retenez ? Oui, bien sûr. Après, on a su défendre tous ensemble. Ça reste important avec un bon état d'esprit. On a su rester solide et compact derrière. Donc voilà, c'est une bonne chose ce soir. Comment faire, Pressel, pour retrouver une réelle constance, celle du PSG qui a battu le Real Madrid, ou le PSG qui a réalisé un très bon match à l'extérieur face à Bruges, et ne pas voir l'état d'esprit qu'on a vu vendredi face à Dijon, ou la première période de ce soir? Le chemin, il est encore long. Après, voilà, tous les matchs ne se ressemblent pas, mais le plus important, ça reste quand même, comme je l'ai dit, la victoire. Après, on a encore du chemin, et on va travailler pour pouvoir progresser pas à pas. Merci beaucoup, Pressel. Voilà pour Kimpembe. Kevin, bonsoir. Salut les gars. Salut Kevin. Salut. Bon, est-ce que tu partages le bilan que fait l'After là pour l'instant? Ah oui, complètement. Et en plus, je suis d'autant plus atterré que j'entends Kimpembe là ce qu'il vient de dire. Ah ouais. C'est terrible de dire il y a que la victoire qui compte. On a su défendre tous ensemble, mais c'est une blague. tous ensemble. Ah non, mais je sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, j'avais une question pour Jérôme. Ouais. Je me pose vraiment la question. Toi, tu as été joueur. Comment c'est possible que depuis que les Qataris sont là, alors il y a des joueurs différents, il y en a qui sont encore là, mais tous les ans, c'est la même chose. Dès qu'il y a une équipe qui rentre dedans, qui met un peu plus d'intensité que la moyenne, c'est panique à bord. C'est-à-dire, on dégage, on sait plus où se placer. Je comprends pas. Comment ça se fait que ça fait depuis combien de temps qu'ils sont là, les Qataris? 5 ans, 6 ans? Ouais. Chaque année, c'est la même chose.
En fait, le problème, moi, je commence à cerner un petit peu Thomas Tuchel, ce qu'il veut mettre en place. Et quand tu as dans ton effectif un joueur comme Neymar et comme Mbappé, tu es obligé de faire en fonction d'eux. Ça me paraît logique, pas de problème. La qualité de vitesse, de percussion d'un Neymar et d'un Mbappé, en fait, j'ai l'impression que quand va arriver les gros matchs, c'est-à-dire au mois de février, on va pas se leurrer, ça va être le cas, il faut une grosse assise défensive avec une bonne défense, avec 3 milieux de terrain, dont Marquinhos, là, qui nous a inventé en numéro 6. Comme ça lui donne cette garantie au milieu, au moins, même s'ils sont bas sur le terrain, de défendre en bloc, une ligne de 4, une ligne de 3. Mais là, tu l'as pas du tout, la garantie, là. Non, mais tu l'as pas du tout. Mais tu l'as pas parce que aujourd'hui, les joueurs sont pas, si tu veux, dans la tête à se dire, quand ils commencent le match de Bruges, à se dire, on va souffrir. C'est terrible de dire ça, c'est psychologique en fait. Ils jouent le match de Bruges, sachant que le score du match aller est un score fleuve, mais vraiment un score qui reflète pas du tout le match qu'on a vu au match aller. Mais bon, il a le mérite d'être là à l'extérieur. Ils jouent Bruges, ils se disent, même en mettant peu de rythme, en étant moins costaud dans les duels, de toute façon, on va gagner. Donc ils sont pas en mode Thomas Tuchel. Match aller, elle avait été aussi mauvaise que celle de ce soir. Mais c'est vrai, c'est la réalité. Ça veut dire qu'ils apprennent pas en fait. Mais ou non. le coach, je sais pas. Je sais pas en fait d'où vient le problème. Le coach n'a rien appris depuis qu'il est arrivé. La preuve, c'est que depuis le début de saison, tu as perdu 3 matchs en Ligue 1, 3 matchs parce que c'est de ta faute en gros. Même si tout le mérite aux équipes Dijon, Rennes et Reims qui ont battu le Paris Saint-Germain, je vais pas leur retirer ça. Mais c'est parce que le PSG les prend de haut et le PSG fait moins d'efforts que d'habitude. Et c'est pas la faute à pas de chance, comme l'a dit Thomas Tuchel. Le problème, c'est que lui, à force de dire ça, là encore une fois, ça va être masqué à travers le résultat. Ils ont gagné 1-0. Kipembe a dit on n'a pas encore encaissé de but, c'est magnifique. Oui, d'accord, ok. Si tu restes comme ça, dans ces cas-là, t'analyses rien, tu regardes que les résultats. Mais alors, c'est bien ça le problème, c'est d'où vient le problème, puisque là on dit que c'est Tuchel, l'année dernière on disait que c'était le premier problème, Jérôme l'a identifié, c'est l'investissement personnel des mecs. C'est-à-dire que là, ce soir, c'est grave. Peut-être que si t'as le Real en face, t'as sans doute pas le même investissement de chacun. Voilà. Bon. Oui, il y a de ça, mais il y a en match de poule, le PSG a souvent, on reste sur ce 3-0 contre le Real, mais on l'a vu souvent, on l'a vu contre le Bayern, on l'a vu contre le Barça en poule. C'est arrivé que les Parisiens fassent des bons matchs, mais n'oublions jamais qu'il y a, même chez les gros, les autres, là, que le PSG bat en poule, c'est souvent dans les premiers matchs que c'est arrivé. L'année où ils mettent 3-0 au Bayern, au retour, ils perdent 3-1. Tu vois, l'année dernière, c'est l'inverse à Liverpool, c'est enfin en bout de piste au parc et qu'ils ont livré un gros match. Mais contre un Liverpool qui n'a pas le couteau sous la gorge, qui n'est pas obligé de gagner, qui n'est pas éliminé s'il perd. Et d'ailleurs, Liverpool a fini par se qualifier et à être champion d'Europe. Tu sais jamais ce que tu vaux tant que tu ne joues pas à la grosse équipe en situation de comme on dit, de match coup près. Donc il y a toujours un doute qui entoure ta performance à ce moment-là. Et donc pour répondre précisément à ta question, moi je n'en sortirai jamais parce que année après année les faits me donnent raison, même si il y a peut-être des arguments qui pourraient me donner tort. Je suis ouvert au dialogue là-dessus. Mais quand tu n'es pas habitué à jouer régulièrement avec des équipes qui te rentrent dedans mais qui ne font que t'attendre, quand on te rentre dedans, tu as un problème. Et d'ailleurs, Dijon n'a pas fait bloc, mais a simplement joué. Alors, je vais pas dire que Dijon, c'est devenu, mais juste cet exemple-là, parce que c'est le dernier qu'on a en date. Ils te rentrent un petit peu dedans, ils essayent de façon ordonnée, pas comme l'OM a essayé de le faire, mais de façon désordonnée. Le PSG a les moyens, même quant à ça, grâce à ses joueurs, par une passe de transpercer, par un attaquant de créer le danger. Ça, ok, pas de problème. Mais si les attaquants font pas le taf, sont pas efficaces et tout, le PSG peut se retrouver en danger. Et pour ce qui est des choix, on en revient tout le temps à la même histoire. Marquinhos, il y a pas de problème au milieu, mais on sait pas ce que ça donne si c'est pressé contre du haut niveau. On l'a déjà vu l'année dernière. Marquinhos en 6. Ok, c'était la bonne idée. Tout le monde a dit c'est le milieu de terrain magique. Là, je sais pas, tout le monde s'est enflammé. Marquinhos, Gueye, machin. Incroyable. Mais excusez-moi, moi il y a un truc que j'ai pas compris. Pendant des années, on a dit le PSG a besoin d'un 6. Mais il l'avait en fait. Ils sont allés chercher Gueye. Gueye n'est pas venu pour jouer 6 parce qu'on dit oui, mais finalement, si on regarde de plus près, il jouait pas réellement 6.
mais plutôt relayeur. Eh ben alors dans ce cas-là, pourquoi on en avait besoin alors ? Non, mais pourquoi ? Puisque le besoin numéro 1, c'était exactement. un mec devant la défense. Alors ça fait des années qu'on attend. Alors pourquoi Parce que si Gay n'est pas venu pour ça, si c'est pour mettre Marquinhos, ben alors t'avais pas besoin d'aller chercher Gay. Tu te prenais un milieu de terrain un peu plus créateur à mettre à côté de Verratti qui avait une capacité à d'ailleurs fait jouer Herrera si t'as envie alors à la limite. Bah oui. Moi je pensais que le mec devant la défense ça devait être Gay. Bon, visiblement, non. Donc, on se retrouve avec la solution Marquinhos, là. Bon, finalement, quel est l'apport, alors ? Quel est le changement, alors ? Et peut-être que la solution, elle est en effet aujourd'hui, pas ce fameux 4-3-3. Mais le problème, c'est que Thomas Tuchel veut jouer comme ça. Donc, t'es obligé de faire avec. On va, dans quelques instants, ouvrir le dossier Tourelle. J'ai également à vous livrer les stats du match qui ce soir sont particulièrement intéressantes, notamment concernant Mbappé. Vous savez, les kilomètres parcourus, les sprints et tout. C'est dans quelques instants avec Alexandre au 32-16. Kevin, merci à toi. Salut merci les gars. Salut Kevin, à bientôt. 1-0 pour le PSG, je le rappelle. On parlera de tous les autres résultats avec les drôles de dames également d'ici un gros quart d'heure. Bougez pas, l'after revient dans quelques instants. On est là jusqu'à minuit. RMC. L'after foot. Gilbert Bribois. Jean Bretagne est là, Daniel Riolo est là. Bien sûr, on parle du PSG qui a gagné face à Bruges, mais c'était compliqué. On va écouter d'ailleurs Thomas Tuchel tout de suite avant de parler des stats du match. Thomas Tuchel qui a analysé la rencontre il y a quelques minutes pour l'after. Je savais en avant que c'était dur, que ça peut être dur contre Bruges parce qu'il joue un style très spécial. Il peut jouer très courageux. Il joue avec beaucoup de possession. Normalement, ils sont habitués d'avoir le ballon. Et pour ça, c'était nécessaire de jouer très concentré et ne perdre pas beaucoup de ballons. Et je suis très content avec les premières 60-65 minutes. Après 20 minutes, c'était 15 minutes dans le premier mi-temps. On a été excellent. Après, on a perdu trop de ballons et c'était dur. On a eu un peu de chance, mais oui. Comme j'ai dit, ils ont fait, je pense, 25 matchs. Ils ont perdu 2 fois. C'est contre nous. Et pour ça, c'est super dur. Ils ont qualité. On a gagné maintenant 6-0 en 2 matchs. Et voilà, c'est très bien. Voilà. Après, Bruges a l'occasion cette année de se transformer en monstre. Vous savez comment ? Pendant que Paris fait match nul à Madrid, eux battent Galatasaray, ils se font une finale à domicile contre le Real, ils gagnent, ils éliminent le Real, ils passent. Là, et si on écoute Fred Hermel, dire le PSG a battu 2 fois une équipe qui a fait un truc de malade cette année. Et si on écoute Fred Hermel, Zidane ne devrait pas en réchapper dans ces cas-là. Ah oui. Si tu sors pas de la poule avec Bruges et Galatasaray, c'est méga monstre Bruges. Déjà quand tu es le Real. Alors, accueillons Alexandre. Mais d'ailleurs, il passionne depuis un moment Alexandre. Oui, Alexandre. Alexandre, on te dit bonjour Alexandre. Allô. Salut Alexandre. Bonjour l'équipe. Salut Alexandre. Salut, c'est un honneur en tout cas pour moi de passer dans votre émission. Je suis un fidèle auditeur et en tout cas bravo pour tout ce que vous faites. Eh ben écoute, merci, bravo Alexandre. à toi d'être là. Reste bien avec nous parce que je vais te faire réagir au stade du match dans quelques secondes. Hein. Bouge pas. Ça marche. Oui. Ah bah vas-y. Alors, si ça marche, il t'a dit. Ah, il a dit ça marche. Je croyais qu'il voulait enchaîner sur autre chose. On s'est pas compris avec Alexandre. Attends. Alors Daniel, finis ton mini développement là. Non mais ce que tu dis sur Zidane sortirait pas machin. Oui, parce que c'est le Real et on n'accepterait pas un truc comme ça. Et ça me fait penser à Kovacs qui dans une période assez terrible au Bayern, enfin assez terrible, une exigence de pointe au Bayern, parfois même un peu exagérée. Boum, allez hop, tu dégages. Et ça me ramène à Tuchel dont on parle depuis tout à l'heure. Moi, je me demande si, comme Emery est mort au Camp Nou au soir d'une débâcle absolument abominable, Tuchel, cette débâcle tout aussi abominable contre Manchester United, je me demande s'il va pas la traîner comme une casserole dont il a du mal à se défaire. Je veux pas lui porter la poisse. Mais qu'est-ce que vous lui reprochez ce soir ?
Non, mais c'est ces choix en général. On a l'impression, on va pas revenir sur Marquinhos. Il y a des joueurs qui fait pas tellement progresser. Je vais pas revenir indéfiniment sur Verratti, mais quel est l'entraîneur qui va lui dire un jour, lâche ta putain de balle, quoi. Va plus vite. On a besoin que ça aille plus vite. T'es un joueur méga technique. T'es le meilleur. T'es un crack. Lâche ta balle une bonne fois pour toutes. Va plus vite dans la transmission. Moi, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. En fait, ce qui est dingue. Et je sais que je suis pas le seul à le voir, ce mec. Tout le monde, une marée d'abrutis sur Twitter pense que je dis qu'il est nul. Non, tous ces abrutis qui comprennent rien. Oui, enfin, mais si, ils comprennent rien. Quand tu comprends rien à ce point, c'est que t'es abruti. Pardonne-moi. Quand tu comprends rien. Oublie Twitter, c'est pas la vraie vie. Mais non, mais parce qu'il y a pas mal de gens. Il y a pas mal de gens qui le disent. Non, mais au-delà de ça, il y a pas mal de gens qui comprennent pas. Je ne dis pas qu'il est nul. C'est un crack, le mec. Non, mais on est d'accord, on a compris. Non, mais moi. Mais va plus vite, parce que sinon tu ralentis tout et tu ne seras jamais un crack. En fait, au départ, on parlait de Tourelle. Non, mais parce que, si tu veux, je veux qu'un entraîneur lui dise. Tourelle. Et dise aussi à Mbappé, replie-toi. Jérôme Tourelle et Alexandre. C'est simple. Du moins, c'est simple. Non, c'est pas simple, parce que pour entraîner le PSG à ce niveau-là, c'est pas facile. Et la preuve, c'est que Tourelle, il n'y arrive pas. Du moins, il n'y arrive pas. Bien sûr ça lui arrive d'avoir des bons résultats, mais 3 défaites en 12 matchs de championnat. Non mais attends, ailleurs. Non, mais je sais, il aurait chauffé. Ce serait bouillant. Là, c'est pas bouillant du tout. Mais je pense qu'à l'intérieur du club, Leonardo, je suis obligé de penser que Leonardo, qui est quelqu'un de brillant, quand il voit son équipe jouer de la sorte, et c'est pas la première fois au Parc des Princes cette année, c'est pour ça les résultats ont masqué pas mal de choses, les contenus des matchs, le discours de Tourelle à la fin, toujours à se trouver des excuses. À Bruges, c'est magnifique, ils ont une façon de jouer qui est un peu spéciale. Ah bon, ils sont spéciales, Bruges? T'as trouvé quelque chose d'incroyable de Bruges? C'est juste que ça joue bien. C'est une équipe qui joue au football, qui joue bien au football. Ok, il y en a d'autres en Europe, il y en a d'autres en France aussi, ça peut arriver, pas beaucoup, mais il y en a. Le problème, c'est que quand tu t'appelles le PSG avec ces moyens-là, avec les joueurs que t'as, le recrutement que t'as eu encore, mais comment tu peux nous servir des sorties de matchs comme ça, des matchs comme ça, des prestations comme ça, et depuis le début de saison, je suis désolé, Gilbert, je les ai fait tous les matchs au Parc des Princes, à part une excellente première mi-temps contre Marseille. Franchement, il y a eu le match du Real Madrid, mais bon, c'est un match à part, la Champions League. En Ligue 1, tu t'es fait chier la plupart du temps. Et tu t'es fait chier pourquoi? Parce que je suis désolé, mais quand tu es un entraîneur, avec les moyens du PSG, avec ces joueurs-là, tu dois trouver autre chose, tu dois trouver un style de jeu que toi, tu es capable de prendre le jeu à ton compte et d'imposer à ton adversaire. Comment, avant le coup, contre n'importe quelle équipe, tu joues en 4-3-3 avec les mêmes signes à chaque fois que t'envoies à ton adversaire. C'est-à-dire que si l'adversaire arrive à avoir de la maîtrise dans le jeu, la maîtrise technique, de la justesse technique, tu vas être acculé sur ton but. Tu vas reculer avec un milieu de terrain qui recule, qui accepte ça, et tu vas fonctionner quand t'as une attaque rapide avec souvent Mbappé et Di Maria qui font des différences. Comment tu peux accepter ça quand t'es dirigeant de club? Même les joueurs, on va l'entendre Leonardo dans quelques minutes. Mais Tourelle, il doit amener autre chose. Et s'il n'en est pas capable, là je rejoins Daniel. Et je pense qu'il n'en est pas capable parce que le traumatisme, déjà, ce qu'il avait amené avant Manchester United, déjà, ça laissait plus ou moins à désirer dans la façon de jouer par rapport à ce qu'on voyait avec Emery et Laurent Blanc bien avant. Mais le traumatisme est tellement énorme de cette fin de saison dernière que ça a du mal à repartir. Je suis désolé, il est en plein doute. Encore ces changements en cours de match. Tu crois que franchement, quand t'es au parc, tu vois que ton équipe, elle fonctionne pas bien. T'es à la mi-temps, tu peux pas faire des changements, tu peux pas dynamiser ton groupe à travers des changements, des gestes forts. Eh ben toi, t'es pas bon aujourd'hui, t'as pas envie. Verratti, Mbappé, Di Maria, vous avez pas envie de courir. Eh ben sortez. Je vais en mettre d'autres qui vont amener autre chose. À la mi-temps, rien. Le premier changement, c'est 71e minute parce que Icardi se blesse, alors que Cavani, il attend que ça de jouer depuis 5 matchs. C'est pas possible ça. Alexandre, est-ce que t'es d'accord avec Jérôme? En fait, oui, moi je suis assez d'accord avec Jérôme parce que moi, je trouve que le jeu du PSG, depuis plusieurs matchs, il manque de structure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien entre l'attaque et la défense, déjà. Donc, moi aussi, j'aurais bien solidifié le milieu en faisant peut-être entrer un Paredes, un Herrera, pour récupérer des ballons, parce que visiblement, Gay était à la peine ce soir, tout comme face à Dijon. Ça, c'est un premier point. Après, on parle pas de lui pour voir le côté positif. Mais je pense vraiment que Navas nous a sauvé le match ce soir. Ah bah oui.
entre le double arrêt qu'il fait et puis le penalty, c'est peut-être grâce à lui qu'on va être premier du groupe devant le Real, comptablement, donc ça c'est génial. Mais oui, non, mais moi je comprends pas pourquoi Gay ne sort pas, pourquoi c'est Verratti qui sort. Cavani, j'ai l'impression de voir un peu comme le Paoletta sur la fin qui n'entre quasiment plus ou sauf. Mais Alexandre, excuse-moi, mais cette histoire de la fin, mais qui a dit que Cavani était sur la fin ? Cavani, il a été blessé. Moi, on doit considérer que Cavani ne sera plus capable de mettre des buts, qu'il retrouve sa place de titulaire. Est-ce qu'il a fait, tu vois, voilà, il a été blessé. Une longue période, mais c'est quand même pas le premier joueur à être blessé. Et j'ai l'impression que d'un coup, ça y est, on doit le mettre sur le côté et il va pas retrouver sa place. Mais je trouve qu'il y a une profonde injustice dans ce qui est fait par rapport à Cavani. Icardi, il a mis des buts. Et on dit il reste parce qu'il a mis des buts. Ok, il a mis des buts, un but par match, mais Cavani il a fait ça toute sa vie, un but par match. Donc qu'on lui redonne sa place et enfin je trouve que en plus ça ne peut pas à un moment ou un autre ne pas poser de problème au PSG de traiter de cette façon-là Cavani. Moi ça me choque en fait. Allez, le mot de la fin, Alexandre. Justement, je suis tout à fait d'accord parce que même on a eu une dizaine de corners, je dirais, ce soir. Rien que par sa présence, il attire tellement les défenseurs que ça crée des espaces. Et ça a manqué, je trouve, notamment. C'est bête, mais c'est vrai que rien que pour ça, il est indispensable Cavani pour moi. Merci Alexandre. Ouais. Merci Alexandre. Rien, merci à vous. Salut, rappelle-nous quand tu veux au 32-16. Alors, mes stats, j'y arrive. Vous allez voir, c'est très intéressant. Distance totale des deux équipes, 105 km pour le PSG, 112 pour Bruges. Bon, déjà, ils sont au-dessus. Qui gagne avec 105, franchement, c'est... Les trois joueurs qui ont le plus couru ce soir sont 3 Belges. Bon, sur le podium. On l'a vu, hein. Van Aken, Eder et Rika. Et le premier parisien est Marquinhos, qui est 4e de ce classement, 11 km. Marquinhos. Alors là, attention, j'en viens à Mbappé. Mbappé a couru... Il ne doit pas être loin de celui qui a couru le moins. En tout dans ce match, écoutez-moi bien, 7 km. C'est un scandale. C'est un scandale. 7 km. Franchement, c'est pas possible. À titre de comparaison, alors en fait, c'est le joueur de champ qui a couru le moins. Façon, hors remplaçant, évidemment. Non, mais bien sûr. C'est le joueur de champ titulaire qui a le moins couru des. Après, il est sorti. Des 20. Il est sorti 10 minutes de la fin, c'est ça? Oui, il est sorti un peu avant. Mais bon, 7 km, c'est très, très peu. Tu diras, juste au-dessus, il y a Icardi, qui a couru juste 100 mètres de plus que. De toute façon, écoute. Que Mbappé. Ouais, mais Icardi est sorti à 20 minutes de la fin. Voilà. Alors attends, maintenant, j'en viens au sprint. Parce que c'est une stat qu'on a aussi maintenant, c'est les sprints. Ce qu'on appelle, course à haute intensité, sprint, c'est la même chose. Le gars qui a le plus sprinté ce soir, c'est Dagba. 61 sprints. C'est logique. Ok. Di Maria, par exemple, je vous le donne à dessin, 43 sprints. Mbappé, 25. Ça veut dire que Di Maria a quasiment fait 2 fois plus de sprints que Mbappé. Non, mais ça montre, par contre, là-dessus, c'est pas normal sur Kylian. C'est très intéressant d'avoir les chiffres parce que ça appuie, mais enfin, avec nos yeux, on avait vu que. Mais là, les chiffres, ils sont rarement aussi. En fait, ça veut dire étonnant, quand même. Il a accéléré qu'avec le ballon. Parce que 23 sprints. Il a fait que des sprints, déjà. Non, mais quand il accélère, il est au sprint. Il sprint, avec le ballon. Il marche. Ouais. Après, c'est un peu son jeu aussi, Gilbert. Complètement. Mais c'est la répétition. Lui, 23 est quasiment le double pour Di Maria. Oui, ça, il y a un déséquilibre, c'est énorme. Mais on l'a vu. Encore une fois, on l'a vu. L'investissement. Mais Icardi, c'est pareil. Le nombre de sprints d'Icardi, c'est quoi? Alors, Icardi, je vais te dire, 26. Ouais. Oui, après Icardi, t'es moins en position de je suis désolé. Les sprints. Bon, t'es moins en position. Ça veut dire que quand le ballon est sur. Mais je suis désolé, quand le ballon est sur côté, quand tu fais faire un appel de balle, t'es bien au sprint quand même. Tu vas pas en marchant. D'accord, lui, oui. Normalement, une certaine intelligence de placement ou quoi te fait faire moins de sprint que des mecs de côté. Non, parce que le sprint, c'est pas forcément un sprint de 30 mètres, ça peut être un sprint sur 5 mètres. D'ailleurs, je sais même pas à partir de quelle distance on considère ça comme un sprint. D'ailleurs, faudrait qu'on ait ce. Je crois que c'est 5 mètres. Alors, écoutez maintenant Leonardo. Il fait un petit bilan du début de saison. On va voir ce qu'il dit. C'était il y a quelques minutes avec Mohamed Bouafsi. Bon, on savait que, on en a parlé avant, on savait et on sait que ce sera une saison difficile. Je pense que c'est difficile. On a commencé avec beaucoup de choses sont passées, il y a encore beaucoup de choses à régler. C'est évident. Après une préparation qui était un peu avec beaucoup de difficultés, de blessures. On a eu malheureusement 8 blessures les derniers mois et ça c'est beaucoup de choses ensemble. Mais je pense que quand même, on est aujourd'hui premier en Ligue 1.
un 7 points d'avance et on est qualifié en Champions League avec 4 victoires. C'est pour ça que je pense que le résultat est important, mais on est sûr que ça sera très très difficile cette année. Il y a des bruits de couloir, notamment sur votre relation entre Thomas Tuchel et vous. Vous le soutenez, votre entraîneur Thomas Tuchel, Leonardo? Bon, regarde, j'ai vu même qu'on parlait de départ, de tout ça. Bon, on est en contact direct. On parle tout le temps de toutes les choses. C'est vrai que bon, il était déjà là quand je suis arrivé. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à se faire connaître. Je pense que ça, c'est le schéma d'un directeur sportif et un entraîneur qui était déjà là, un entraîneur qui a ses idées. Je pense que c'est très important. Et après, j'ai jamais été contacté pour personne. Il m'a jamais demandé de partir. J'ai jamais dit rien lui. Alors, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a rien du tout. Un dernier mot sur Kylian Mbappé. On parle beaucoup du Real Madrid, de discussions avec Zinedine Zidane. Je crois savoir que ça agace au sein du Paris Saint-Germain ces rumeurs-là et ces fameuses discussions avec Zinedine Zidane. Et honnêtement, ça agace un peu, ça dérange. Je pense que c'est pas le moment de parler de ça en premier. Après, il y a un joueur qui est en contrat avec nous de 2 ans et demi. Et après, de dire de volonté, de rêve, tout ça, à chaque fois, je pense que c'est le moment un peu d'arrêter parce que bon, Kylian est un joueur très important pour nous. Il est le joueur français jeune, le mieux que la France a, champion du monde. Il est un des meilleurs joueurs au monde. Et là, je pense que c'est pas le moment de toucher, de déstabiliser. Honnêtement, je pense que c'est le moment pour d'arrêter. Merci beaucoup, Léo. Merci à vous. Voilà, Leonardo avec Mohamed Bouafsi. Bon. C'est bien que le directeur sportif sorte ce soir. À mon avis, c'est pas par hasard. Parce qu'effectivement, j'ai trouvé absolument dingue qu'on puisse croire au départ de Tuchel pour le Bayern en cours de saison, mais dans quel monde on a pu imaginer, mais dans quel monde un journaliste a pu écrire sur un papier Tuchel va peut-être aller au Bayern. Genre, je quitte le PSG en cours de saison pour aller au Bayern. Ouais. Non mais, enfin, c'est tellement dingue. Et ensuite, et d'ailleurs, là, moi, à la place de Leonardo, je serais même allé plus loin sur l'histoire de Mbappé au Real, puisque Zidane en a parlé cette semaine. Ouais. Je pense que Leonardo a été très respectueux, mais qu'à sa place, j'aurais même dit à Zidane de se mêler de ses affaires. Moi, c'est je l'aurais carrément renvoyé. Là, il l'a plus ou moins dit dans ses affaires. Il aurait même pu aller plus loin, envoyer un message un petit peu fort, parce qu'il n'a pas à dire ça, Zidane. S'il a envie, il le dit. Il n'y a aucun problème. Chacun dit comme il veut. Sauf que toi, en tant que directeur sportif, tu as le droit de te défendre et de lui dire tu peux pas le dire de tes équipes. Non, parce que ça va totalement en désaccord avec ce que lui a voulu mettre en place. Rappelle-toi son discours de l'année dernière, du moins avant qu'il parte et qu'il arrête. C'était quoi? C'est arrêter de me parler des joueurs qui ne sont pas au Real Madrid. Ouais, non, on est d'accord. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les joueurs que j'ai. D'accord, mais toi, ce que tu es en train de me dire là, c'est ce que tu aurais dit, toi, si c'est. Non, mais si c'est à la place de Leonardo, tu le remets à sa place en expliquant que c'est. Voilà, d'accord. Donc, mais je pense qu'il aurait même dû aller plus loin, Leonardo. On est d'accord là-dessus. Mais c'était bien qu'il fasse sa mise au point. Non, mais après, c'est Zidane. Zidane, tout ce qu'il dit, c'est magnifique. Donc, les drôles de l'homme nous attendent. Mais non, oui, c'est la vérité. Je suis désolé. En France, je suis désolé. Dès qu'il ouvre la bouche, tout le monde dit mais il a le droit. C'est Zidane. Non, il a pas le droit. Je suis désolé. Tu peux pas déstabiliser un club comme ça ou un joueur. 3 choses positives pour conclure quand même. Paris s'est qualifié pour la phase d'élimination directe pour la 8e saison d'affilée. Voilà. Paris n'a plus perdu à domicile en phase de groupe de Ligue des Champions depuis 2004. Qui était sur le terrain ce jour-là? Je m'en souviens pas. Troisième chose, Paris n'a plus perdu à domicile en phase de groupe de Ligue des Champions depuis décembre 2004 contre le CSKA Moscou. Ça, c'est vrai. Voilà. Pourquoi tu me regardes? Pourquoi tu me regardes? Parce que tu crois que j'étais là, mais j'étais pas là, j'étais blessé. Ah, t'étais blessé. Et c'est pour ça qu'on a perdu. Et troisième la cheville dans le sac. Troisième chose positive, Paris est la seule équipe à pas avoir encaissé de but dans cette phase de poule. Voilà. Ils peuvent encore envisager. Donc ça fait quand même 3 trucs quand même sympas. Ils peuvent encore envisager le grand chelem comme en 95. Exactement. Et puis tiens, petit cadeau comme hier. C'était 94, 95. Ce soir dans l'after, grâce à EDF, on vous offre des places pour le match de qualif à l'Euro France-Moldavie. C'est le 14 novembre au Stade de France. Si vous voulez gagner vos places, vous envoyez foot par SMS au 732-16. Foot par SMS au 732-16. C'est cadeau de l'after. Dans quelques instants, les drôles de dames pour évoquer tous les autres matchs de cette soirée. Et il y a eu des trucs assez étonnants à raconter ce soir. C'est tout de suite dans l'after. RMC jusqu'à minuit. L'after foot. Gilbert Bribois. On est là jusqu'à minuit avec Jérôme Rotten et Daniel Ariolo. On va accueillir les drôles de dames dans quelques secondes. Juste avant 2-3 infos. Demain, Saint-Etienne à Alexandria en Ukraine sans M'Vila et sans Saliba. Lui qui a été bon là ces derniers temps a pris un coup fissure du 5e métatarsien indisponible. Quant à M'Vila, il est une flébite. Donc il n'est pas là. Oui, une flébite. Eh ben.
Donc voilà, et puis c'est tout parce que le reste on va en parler avec les drôles de dames qui sont là, messieurs. Polo Breitner, bonsoir. Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde. Fred Hermel, bonsoir. Du Bernabéu, hola chicos. Et oui, en direct du Bernabéu. Et Simone Rovera, bonsoir. Simone, il est à Moscou, quoi. Oh, on va retrouver Simone dans quelques instants. Bon, démarrons donc. Fred, c'est le groupe du PSG. Le Real s'est baladé contre Galatasaray ce soir. 6-0. Oui, 6-0, c'est le meilleur résultat cette saison. La semaine dernière, c'était 5-0 contre les Ganes. Bon, tout le monde va dire qu'il n'y a pas grand-chose en face, ce qui est vrai parce que cette équipe de Galatasaray est quand même assez minable à voir, avec un Nzonzi, mais catastrophique, quoi. C'est pathétique champion sur le terrain. Respecte. Voilà, ouais. Mais bon, ce que j'ai vu ce soir, c'était pas terrible. Mais bon, Galatasaray a été mauvais parce qu'en face, il y a un Real qui a joué du début à la fin. Et le piège de ce genre de match, c'est que voilà, ça faisait 4-0 à la mi-temps et qu'en deuxième période, ils se relâchent. Ça leur est souvent arrivé et que Galatasaray en mette 1, 2. Non, ils ont continué et ils ont gagné 6-0, tout à fait logiquement. Mais ce qui est drôle, j'ai bien de poser la question à Zidane, on aura l'occasion d'entendre sur RMC Sport. La semaine dernière, il y a 15 jours à Istanbul, le Real avait eu besoin de 27 occasions pour marquer un but. Et ce soir, les 2 premières occasions, but d'un phénomène qui s'appelle Rodrigo, 18 ans. C'est Zidane qui lui a donné sa chance. Et le gamin, il est magnifique. Il a marqué un hat-trick ce soir. Benzema, qui s'entend comme larron en foire avec lui, a marqué 2 buts et a fait une passe à Rodrigo. Voilà, vous avez un Kroos qui est magnifique avec ce fameux milieu de terrain dont je vous parlais ces derniers temps, Casemiro, Valverde et Kroos. Kroos, il est beaucoup plus offensif, il se crée des occasions, il est magnifique dans le jeu. Non, ce soir, on a vu une très bonne équipe du Real Madrid. Certes, ce n'est que Galatasaray en face, mais Galatasaray les avait fait souffrir il y a 15 jours. Donc petit à petit, cette équipe commence à grandir. Et puis, Karim Benzema entre un peu plus dans la légende du Real Madrid, puisqu'il a dépassé Monsieur Alfredo Di Stefano en nombre de buts marqués en Coupe d'Europe sous le maillot du Real. Donc voilà, ça continue. Benzema qui a dansé sur le terrain. Voilà, mais vraiment une belle soirée pour le Real Madrid. Et Rodrigo, Valverde, Zidane, il fait dans le Saint-Morel, hein. Des joueurs qu'on n'attendait pas, frais cette année, qui remplacent des mecs qui c'est-à-dire que Rodrigo, ils sont bons les deux là. Rodrigo, il est magnifique parce que on voit l'intelligence du jeu. Vous savez, ici, les amis, tout le monde disait Vinicius. Moi, les infos que j'avais de l'intérieur, c'est que Zizou préférait Rodrigo. Et on reprochait à Zidane. Faut qu'il fasse attention parce que les jeunes du Real, ils se crament vite parce que Asensio, ça s'est vite cramé. Vinicius, tout le monde en parlait, ça s'est cramé. Il faut qu'ils fassent gaffe, les jeunes, quoi. Après, le problème, c'est que tout le monde en parle. Moi, je savais, et j'étais le premier à le dire, que Vinicius, c'est pas un joueur qui a le niveau pour le Real. Et on reproche à Zidane de pas le faire jouer. Et petit à petit, il a donné sa chance à Rodrigo. Parce que Rodrigo, le risque à Zidane, c'est qu'il l'a titularisé pour la première fois pour le match couperé où il jouait sa tête il y a 15 jours en Ligue des Champions à Galatasaray. Donc, c'est vraiment qu'il a confiance en lui. Mais le gamin, il est très fort. Il sent le football. Avec Benzema, ils s'entendent vraiment tellement bien. Voilà. Et puis Valverde, c'est l'assurance au milieu de terrain. Donc, voilà, ce Real-là commence à prendre son envol. Et puis, petit à petit, la révolution qu'il fallait faire dans le 11, Zidane est en train de la faire avec 2 jeunes, comme Valverde, qui a mis Modric sur le banc, et Rodrigo, qui est en train de mettre Bale sur le banc. Merci Fredo. Adieu les amis. Bonne soirée. Polo, évidemment, tu as une actu assez importante là. Attaquons sur le Bayern. Le match d'abord, avant de parler de ce qui se passe en coulisses face à Olympiakos. Écoute, on va faire très court. 27 occasions de but pour le Bayern et 3 seulement pour l'Olympiakos. Seulement 2 buts pour le Bayern. D'ailleurs, Valbuena qui était sur le banc d'ailleurs par ailleurs. Pardon ? Non, je précise juste que Valbuena il est rentré sur le banc, c'est quand il est rentré que le Bayern a marqué. Il n'y a aucun lien, mais c'est juste ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il y avait beaucoup de sifflets tout de même à l'Allianz Arena qui montraient un agacement du public tout simplement de ne pas voir l'ouverture du score, laquelle est arrivée à la 69e minute par l'inévitable évidemment de Lewandowski. Moi, ce qui m'a intéressé, si tu veux, c'était la première compo surtout d'Hansi Flick plutôt que par rapport à Niko Kovac et Coutinho, Thiago sur le banc, Müller, Martinez qui était un peu oublié par Niko Kovac titulaire. Ça a marché ce soir au niveau de l'engagement. Il y a encore beaucoup de choses à faire devant le but parce qu'encore une fois, il y a un nombre d'occasions incalculable. Là, à ce niveau-là, c'est intéressant. C'est quand même bizarre de parler d'un club en crise qui vient de changer son entraîneur alors qu'ils sont déjà qualifiés pour les 8e de finale avec 4 victoires après 4 journées. Donc voilà, c'est à ce niveau-là. Match qui n'a pas été extraordinaire, c'était attaque-défense, il n'y avait pas grand-chose à l'Olympiakos. Donc voilà, mais 2 buts, c'est pas assez suffisant, on va dire, pour le public de l'Allianz Arena.
Mais alors, ils terminent avec un intérimaire. Ils peuvent pas faire autrement cette saison. Alors oui, Wenger ou pas Wenger? Alors, encore une fois, Arsène Wenger, moi j'ai peur, parce que j'ai un peu peur d'Arsène Wenger, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, Arsène Wenger, c'est quelqu'un qui a toujours été très très apprécié en Allemagne, et en particulier au Bayern de Munich. En gros, ça fait plus de 10 ans qu'on l'attend au Bayern. Rappelez-vous sa fin de saison à Arsenal. Chaque année, on se disait que c'était la dernière, et en fait, on l'attendait un peu du côté de la Bavière. Le problème, c'est qu'un Alsacien est forcément allemand un jour? Non, c'est pas ça, c'est qu'il a. Non, oui, il y a un peu de ça aussi. Pas à cette provocation. Mais ce n'est pas complètement faux, mon cher Daniel. Je ne répondrai pas à cette provocation. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu veux, il y a eu beaucoup d'interviews d'Arsène Wenger sur l'évolution du foot allemand, etc. C'est un peu l'anti-Mourinho. Mourinho, il passe son temps à critiquer. Arsène Wenger, il est beaucoup plus diplomate et puis il voit bien l'évolution. En plus, Arsène Wenger, il a quand même influencé beaucoup d'entraîneurs jeunes allemands, notamment Ralf Rangnick. Et donc, le jeu en passe courte et tout ça, on sait ce que ça veut dire en Allemagne maintenant. Et donc, Arsène Wenger avec le Bayern Munich, c'est logique. Le problème, c'est qu'il arrive quand même comme une roue de secours, parce que c'est pas la priorité des priorités après tout ce qu'on a entendu. Moi, Ralf Rangnick qui dit non, c'est tout à fait normal par rapport au personnage et par rapport à son projet, c'est-à-dire que lui il vient pas juste pour 6 mois, mais ça serait bien. Le problème c'est qu'il a 70 ans, Arsène Wenger, et si tu veux, moi j'ai un peu peur qu'il nous fasse un peu Jupp Heynckes qui a 75, si tu veux, il est quand même là sur la pente entre guillemets descendante. Ancelotti, je suis désolé, ce qu'il a fait au Bayern, c'est par rapport au débat qu'on a eu, intérimaire fin de saison, et puis il faut qu'on conclue pour que les autres aient un peu de temps aussi. Donc Polo, écoute, moi je pense c'est fort, c'est surtout lui qui se présente quand même, hein. C'est plus que le Bayern qui dit on veut Arsène Wenger, même si Bill vient d'annoncer qu'apparemment il y aurait des négos. Bon, très bien, c'est à suivre. Merci Polo. Merci beaucoup. Bonne soirée, salut. Simone Rovera est là. Salut Simone. Ciao, buonasera, bonsoir. Simone, la Juve a galéré et l'Atalanta a enfin pris un point. Miracle. Miracle aurait presque dû prendre 3 si on connaît les scénarios du match. Donc, avec l'histoire de gardien City, bien sûr, puisque c'est un joueur de champ, Walker, qui a fini dans les cages. Hein, vous avez suivi ça. Ederson blessé sort à la mi-temps. Et Luis Fernandez à la grande époque. Et Bravo prend un carton rouge quand il y a 10 minutes encore à jouer. Et donc c'est Walker qui rentre dans le but, mais l'Atalanta arrive à faire un seul tir cadré sur les coups francs. Et c'était vraiment un masterclass de City sur les 10-12 dernières minutes. L'Atalanta n'arrivait même pas à supérer leur moitié de terrain. Et ils ont tenu ces points très importants pour l'Atalanta qui peut encore se qualifier. Avec un seul point, après 4 matchs, peut encore se qualifier. Donc la soirée est plutôt bonne pour l'équipe de Gasperini. Mais il faut parler aussi de la Juve qui est qualifiée. Ouais. Qui est qualifié, qui avec un nul face à l'Atlético Madrid à domicile sera premier de son groupe et qui a joué plutôt mal. C'était pas simple, il faisait pas hyper froid, mais à Moscou il y avait beaucoup de pluie, c'était un terrain un peu difficile. La Juve n'a pas fait un super match. Moi je trouve que cette Juve a toujours plus les visages d'Allegri que celui de Maurizio Sarri, surtout quand les matchs sont très importants, il y a un enjeu de points. Quand je l'avais dit l'autre fois que j'arrivais encore pas vraiment à voir la patte de Sarri, tu disais si, ça y est, on le voit, machin. Dans certaines phases des jeux, et je pense que c'était un match face à Naples où vous avez fait de très belles choses. Et pour terminer, 30 secondes de Naples, la mutinerie des joueurs, vous savez, hier ils ont refusé d'aller à la mise au vert, et aujourd'hui il y a un communiqué de club qui a dit qu'il va prendre des sanctions économiques contre les joueurs. Parce que mutinerie des joueurs c'est pas souvent, mais malheureusement là il nous reste quelques secondes et Julien Laurence attend. Merci Simone. Ciao. Ciao, Julien, un mot de Tottenham. Salut Julien, Tottenham qui gagne tranquillement. Salut, avec Son, qui a vécu une soirée bien plus positive que son match de championnat ce week-end. Ouais, t'as raison, hein. 2 buts pour Son, qui c'est d'ailleurs une des célébrations, ou les 2 célébrations clairement en hommage à André Gomes, le joueur donc qui s'est blessé, le joueur d'Everton qui s'est blessé, qui s'est fracturé la cheville dimanche après un premier tacle de Son. Victoire tranquille, tu l'as dit, de Tottenham, mais bien sûr comme tu viens d'en parler avec Simone, hein, tout le monde ici en Angleterre ne parle que de Kyle Walker dans les buts, qui à lui tout seul a fait plus d'arrêts, donc un seul que Ederson et Claudio Bravo réunis tous les deux pendant qu'ils étaient sur le terrain. Et aussi on s'interroge beaucoup sur la blessure, la nature de la blessure, la gravité de la blessure d'Ederson avant le grand clash contre Liverpool. Bien sûr, dimanche, pourra-t-il jouer ce match ou sera-t-il forfait donc et Claudio Bravo prendra sa place? Merci Julien, malheureusement on n'avait pas plus de temps ce soir avec vous les drôles de dames, mais il y a eu une grosse actu avec la Ligue des Champions. Demain soir c'est la Ligue Europa qui sera là avec l'after qui démarrera dès la fin du match Alexandria Saint-Etienne. Daniel Jérôme, merci beaucoup. Allez, à demain. Bonne nuit et à demain soir. RMC jusqu'à minuit. L'after foot.